Bienvenue Letty sur le podcast Pourquoi t'as fait ça? Comment tu vas? Super bien, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Aujourd'hui, on accueille Letty David qui va nous parler d'identité, d'ADN, d'authenticité, comment on enlève nos masques, comment on est plus nous finalement dans nos business. Et je suis trop contente d'avoir ce sujet parce que justement, je lui disais en off que c'était et ceux qui me suivent sur Instagram, je pense qu'ils savent que en ce moment, c'est vraiment mes sujets d'identité, de reconnexion à soi, etc. Donc c'est parfait d'avoir une personne qui explore ces sujets, qui va pouvoir nous partager plein de choses intéressantes. J'ai trop hâte de démarrer cette discussion. Et pour commencer, je vais te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Moi, c'est Letty. J'ai fondé un groupe Facebook sur le TDAH au travail. Quand j'ai commencé à rencontrer des difficultés au travail et j'ai eu mon diagnostic du coup de TDAH. Et en fait, cette communauté, elle m'a aidée énormément à changer ma vie professionnelle, à comprendre qui je suis, comment je fonctionne, à l'assumer, à l'accepter. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée à quitter mon job et fonder mon entreprise actuelle. Donc, je trouvais que c'était peut-être une manière sympa de me présenter en fait par cette communauté, parce qu'elle m'a apporté beaucoup de choses et j'espère aussi qu'elle apporte des choses aux membres aussi. La semaine dernière, on a dépassé les 8 000 membres, donc j'étais super Waouh! fière. Et ça montre à quel point en fait, il y a des personnes qui ont besoin de se sentir moins seules dans leur vécu et justement mieux comprendre leur fonctionnement pour pouvoir l'accepter, l'assumer et fonctionner avec plutôt que d'essayer de faire semblant, d'essayer d'être comme les autres, etc. OK, OK, très clair. Est-ce que tu peux nous définir un peu ce qu'est le TDAH pour qu'on soit tous OK sur ce que c'est et peut-être comment toi tu le vis? Bien sûr. Alors c'est un trouble du neurodéveloppement, et en fait TDAH c'est donc trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Heu, voilà. En fait c'est des difficultés, pas seulement attention, enfin, j'aime pas dire que c'est un déficit de l'attention. En fait, c'est qu'on est tellement stimulé par plein de choses, on prête attention à tout au même temps et du coup, Mmh, on a du mal parfois à rester sur une chose à la fois, on papillonne un peu, voilà. Hem Et en parallèle, on peut se retrouver complètement hyper focus sur un sujet, mais on n'a pas forcément le choix de ce que ça va être. mmh. Sinon, ce serait trop facile. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une explication très, très simple de ce que c'est. Le côté hyperactif, il peut être moteur et voilà, physique, autant qu'il Mmh. peut être mental. Donc, Mmh. quelqu'un peut avoir un TDAH avec une hyperactivité mentale qui se voit moins du coup. C'est souvent le cas chez les Donc quand femmes. le cerveau, il tourne en permanence et Ouais. cetera, Il tourne en permanence, tu penses à plein de choses, tu vas aller te coucher, sauf qu'en fait, tu as un business plan, tu as une chanson qui tourne dans la tête, tu as des questionnements et tu es en panique par rapport à un truc que tu avais oublié, que maintenant tu dois faire, mais que machin, tu vois? mmh. OK. Et donc, tu peux paraître dans la lune ou pas concentré, mais en fait, c'est parce qu'à l'intérieur, c'est comme si tu avais, tu sais, dans les magasins où ils montrent les télévisions et que tu as Oui! différents films, un documentaire sur un écran et cetera. En fait, parfois, c'est comme ça, mais dans ma tête, quoi, et avec le son à fond. Mmh. OK, OK, je vois l'image. Ouais, et du coup, bah, forcément, quand on a cette image en tête, on peut comprendre pourquoi ça peut être compliqué, dans le monde du travail, note surtout quand on Mmh. n'a pas de diagnostic et qu'on comprend pas. Parce que bien souvent, quand on est diagnostiqué tardivement, en fait, bah, on s'imagine que c'est normal. On s'imagine Mmh. que tout le monde vit comme ça, mais que les autres le gèrent mieux, tout simplement. Et on a tellement été critiqués par rapport à notre manière d'être et notre manière de fonctionner, nos difficultés, et cetera, que ces critiques, elles ont été internalisées et on s'autocritique nous-mêmes. On n'a même plus Mmh. besoin des autres pour nous critiquer. Alors ça, c'est pas que le TDAH, hein, c'est sur plein de thématiques, ça revient. C'est clair. Mais voilà.
C'est assez complexe, mais voilà, pour une petite introduction sur le TDAH, c'est plutôt pas mal. Si. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là, voilà, avec cette création de cette communauté que j'ai pu repenser en ma vie professionnelle. J'étais déjà passée par plein de jobs différents. J'avais déjà eu une entreprise, j'avais été, freelance. Mais c'est vraiment OK. ça, en fait, qui a fait que j'ai pu, le refaire, mais d'une autre manière, avec une autre Et approche. tu étais sur quel sujet au travail, salarié ou freelance? C'était Alors, j'ai fait des études en littérature, histoire et théâtre. Ensuite, j'ai bossé, dans l'organisation de festivals, sur des courts-métrages, dans la production, tout ça, ce genre de choses. J'ai été, photographe événementiel, donc j'ai été freelance en tant que photographe, en tant que journaliste, j'ai fait de la traduction, plein de choses. Et dernièrement, j'ai, terminé par la case, chargée de communication dans la fonction mmh, publique. Donc OK. c'était super intéressant, mais effectivement, ça m'a aidé aussi à comprendre que voilà, je faisais pas du tout, j'étais pas créée de la bonne forme pour entrer dans la case, voilà. Mmh. Et tu as eu ce déclic-là en même temps, que, ce que tu nous racontais par rapport à ta rencontre avec cette communauté et le fait d'être diagnostiquée? Oui, Comment les alors, événements se sont enchaînés? je pense que je l'ai toujours su, en fait, Mmh, mais j'ai voulu, le contrer, j'ai voulu, me dire: «Voilà, si je fais plus d'efforts, je vais pouvoir faire comme les autres, je vais pouvoir, répondre aux demandes de la société, de mes collègues» et cetera, tu vois? J'ai passé, bah, comme beaucoup de personnes, TDAH ou non d'ailleurs, hein, comme beaucoup mmh, de personnes, j'ai passé, de nombreuses années à essayer de rentrer dans le moule et à essayer de plaire aux autres. Et en fait, ouais, le diagnostic et du coup la création de cette communauté m'a vraiment permise de dire: «Eh oh, stop, c'est ma vie, c'est moi qui décide. J'ai pas besoin de m'expliquer aux autres, j'ai pas besoin d'obéir aux autres. Voilà, je suis adulte, je peux piloter moi-même». mmh. C'est ouais, un fort déclic et comment tu as réussi à du coup, à le concrétiser? Qu'est-ce que ça a donné, derrière? C'est encore en cours de construction, forcément. Je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, rien n'est jamais terminé, il y a toujours de C'est clair. l'évolution, toujours du développement possible. Mais, en fait, ouais, j'ai commencé à publier sur LinkedIn, mais de manière Mmh. complètement différente à ce que j'avais fait avant, en fait. J'avais été sur LinkedIn pour trouver du boulot et voilà, j'avais une photo de profil un peu sérieux, habillée en noir, pas du tout mon genre. Et là, en fait, j'ai changé ma photo de profil. J'ai mis une photo, voilà, où, je suis habillée en coloré dans le jardin, avec le grand sourire et cetera. Et et en fait, j'ai juste je me suis lâchée et je me suis permise d'être moi, de parler de choses humaines, de parler de choses vraies, d'avoir des échanges, hyper profonds, tu vois? Et Mmh. ça a inspiré mon business. Donc, là, actuellement, j'ai une communauté sur abonnement où on fait du body doubling. En gros, c'est du co-travail, en ligne. Mmh. OK. Et je fais aussi, en fait, des jusqu'à maintenant, j'appelais ça des accompagnements, mais je vais changer, en fait, ma manière de l'expliquer. Ce que je fais, en fait, c'est de la gestion de projet, mais plutôt que de venir en mode, «Tu me donnes ton projet et je gère tout à ta place», c'est comme si je deviens ton partenaire business pendant 1 mois. Mmh. OK. Tu veux faire un lancement, tu veux sortir un nouveau service, tu veux, fonder ton business, bah, je viens avec toi, comme si on le faisait vraiment à 2. Sauf que du coup, bah, j'ai pas la moitié de ton business, il reste à toi, mais je m'investis comme si c'était le mien. J'investis mes compétences, mon approche et cetera, pour que tu puisses en profiter et pour avancer et concrétiser plus rapidement. Et en fait, c'est super sympa parce que ça me permet de mettre mes compétences qui sont assez transversales au service de plein de projets différents et au fil des projets, d'apprendre encore plus pour avoir Mmh. encore plus de richesse à contribuer aux prochains projets, tu vois? Ouais, 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 je comprends et puis du coup, c'est une approche ultra personnalisée, en fait, le fait d'être comme ça, partenaire,
du coup en binôme quoi? Ou, parfois peut-être que tu as plusieurs personnes, avec toi, enfin en client? Et OK, super intéressant. Je connaissais pas du tout cette notion de co-travail. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est? Ouais, bien sûr. Je rigole parce qu'on s'éclate en séance, mais en fait, les séances, elles sont vraiment pour faire tous les trucs horribles, que tu procrastines, que tu as pas envie de faire, tu vois? D'accord. Donc en fait, on doit se mettre en situation, imagine c'est toi et moi, on est en visio là et moi je te dis: «Il faut absolument que je fasse ma déclaration URSSAF» et toi tu me dis que, voilà, tu dois trier de l'administratif, que tu as des déclarations à faire, Mmh. du montage par exemple, c'est peut-être moins fun que l'enregistrement, tu vois? Hem et donc on met un timer pour 25 minutes. On éteint le micro mais on reste en vidéo et on OK. travaille et en fait 25 minutes, ça passe super vite et comme tu sais qu'à la fin, voilà, on tu annoncé ce que tu allais faire, donc tu sais qu'on va dire: Mmh. «Alors, ça a été?» et tout, bah, en fait, tu t'y mets et tu le fais et ce passage à l'action, satisfaisant, ça déclenche de la dopamine, donc ça enclenche, en fait, un effet boule de neige ensuite pour continuer derrière. On fait des petites pauses de 5 minutes entre les sessions. OK. Ça permet d'échanger, de s'étirer, d'aller chercher un verre d'eau et après on s'y remet et en fait, on fait 3 sessions de 25 minutes, donc ça dure à peu près 1 heure et demie, parfois plus si on tchatche. Mais voilà, c'est ce qui est super sympa, en fait, c'est qu'au début, quand je l'ai lancé, je savais que des séances comme ça, disons, de temps en temps, c'était super utile. Mais Mmh. ce que j'avais pas prévu, disons, c'est que, voilà, avec la communauté que j'ai montée, on en fait 4 fois par semaine à des heures fixes. Et en Mmh. fait, ça en soi-même, ça a un impact énorme. Parce que du coup, quand tu fais ta to-do list, les trucs, que tu procrastines ou qui t'ennuient ou que tu stresses de le faire, souvent les appels, quand il faut appeler pour prendre un rendez-vous ou Oui. ce genre de trucs, tu vois? C'est dur et ben, en fait, direct, tu te dis: «Bah, ça, je vais le faire en body doubling». Donc tu sais quand est-ce que OK. tu vas pouvoir le faire, tu vois? Hem et en fait, du coup, ça permet de créer une routine sans que ce soit quelque chose dans lequel on s'enferme, tu vois? Mais vraiment, quelque chose de productif et puis aussi, bah, entre les membres, on apprend à se connaître, on s'entend bien, il y a des liens qui se créent, il y a des collaborations qui se mettent en place, donc ça, c'est super sympa aussi. Il y a tout cet aspect, en fait, pareil, qu'on soit TDAH ou non. Mmh. L'aspect, bah, quand tu travailles seul dans ton coin, c'est fatigant. Tu tournes en rond, tu te Mmh. questionnes. Alors que voilà, dès qu'on est en groupe, ça permet d'avancer plus facilement, ça permet de fluidifier, ça permet de poser une question, d'avoir une réponse: «Ah tiens, j'y aurais pas pensé, ouais, c'est cool ça», tu vois? Carrément, carrément. Et Et bah, maintenant ça fait quand un peu comme, des partenaires de responsabilité au final, ouais, c'est ça, ouais, OK. c'est ça. Ouais, ouais. Donc tu fais ces sessions au sein de ta communauté, hem et c'est directement lié parce que tu disais TDAH ou non, ça veut dire que dans la communauté, il y a pas forcément que des personnes qui ont un TDAH? Ouais, alors, moi je suis partie du TDAH pour concevoir ça et c'est une des raisons pourquoi ça m'aide. Mais on a des membres qui ont pas de diagnostic ou qui ne pensent pas avoir de TDAH, mais qui trouvent que c'est quand même utile. De toute façon, Mmh. quand on est, solopreneur, c'est parfois difficile de se sentir motivé, c'est parfois difficile d'avoir une routine stable, voilà. C'est quand Carrément, même lourd, donc ça peut être carrément. sympa d'avoir ce côté: «Allez, on se motive ensemble, on s'y met tous ensemble». Donc voilà, pas besoin de diagnostic, spécifique pour venir nous rejoindre ou pour trouver ça utile. C'est juste que voilà, c'était parti de là, à la base Ça et je fais des séances découvertes aussi, gratuites dans mon groupe OK, Facebook. OK, trop bien. De toute façon, on mettra tous les liens nécessaires, dans la description. En fait, quand tu as créé ça, ça répondait, déjà à un besoin que toi tu avais? Ou tu trouvais pas, ce genre d'espace, de co-travail? I je fais partie de plusieurs groupes, des groupes WhatsApp ou Discord ou Facebook et cetera où il y a des gens qui font, du body doubling. Mais très souvent, c'est genre tu fais partie du groupe et si quelqu'un a envie de lancer une séance, ils vont envoyer un message à tout le monde en mode: «Ça vous dit une séance maintenant?»
Mmh. Mais du coup, c'est pas planifié et structuré de la même manière et en fait, OK. j'avais envie de construire un truc qui est un peu plus structuré et un peu plus à visée pro parce que souvent le bodybuilding ça c'est sur plein de choses. Ça peut être, le ménage, très souvent le ménage, tu vois? D'accord, OK. Hem, donc mon idée, c'était vraiment de l'adapter en fait pour, soit la recherche d'emploi ou, vraiment, le business, Mmh. OK. OK, trop cool. J'aimerais bien qu'on aille, explorer un peu, l'alignement que tu as trouvé, que tu es en train encore d'explorer et cetera. Parce que, enfin, j'imagine déjà par, ma propre expérience que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain et tu nous disais par exemple que, sur LinkedIn, ben, ça s'est traduit par, le fait de pouvoir, te montrer, tel que tu es et cetera. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu, du processus et comment ça a changé au fur et à mesure et comment tu as réussi, justement à être toi-même, quel était le cheminement en fait? ouais, carrément. Alors au même temps que j'ai fondé le groupe Facebook, je me suis donné un challenge d'aller sur TikTok. C'est une plateforme que j'avais pas encore utilisée, même si je bossais dans la com et de faire, une vidéo par jour pendant un mois, un truc comme ça, tu vois? OK. Et je voulais parler de TDAH, donc j'ai regardé quelques autres vidéos et tout et en fait, au début, voilà, je me suis mise bien, devant une table avec des lumières, machin, un fond blanc ou un fond uni et j'ai commencé à parler et en fait, je me sentais bête et je trouvais pas mes mots et quand je regardais la vidéo, même moi, j'avais pas envie de la regarder, tu vois? C'était tellement frustrant, je me suis dit: «Mais purée, en p j'ai fait du théâtre, quoi, je sais faire!» Tu vois? Hem et du coup, j'ai décidé de le faire en marchant, dehors ou Mmh. à cheval. Donc quand j'allais chercher les chevaux au pré, en fait, j'avais quelques minutes de marche et donc je prenais mon téléphone et je parlais pendant que je marchais ou alors je prenais mon téléphone quand j'étais à cheval et en fait, d'être en mouvement physiquement, ça me permettait de calmer, dans le cerveau Mmh. et juste d'être naturel. Et je me suis dit: «C'est pas grave, personne me connaît, j'ai pas de followers, TikTok c'est tout nouveau, je veux dire je peux supprimer, je peux voilà, c'est» Mmh. et en fait, je trouvais que j'étais beaucoup plus fluide et j'ai eu des retours positifs assez rapidement. Alors j'ai pas 1 milliard de followers sur TikTok, je l'ai fait, pendant une courte période et après j'ai arrêté. Mais en fait, ça OK. m'a permis de comprendre que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de te montrer toi, vraiment dans ta routine, pas une routine à la influenceur, voilà tous les produits que je mets sur ma peau, tu vois? Mais tes routines de vie en vrai, quoi. En mode, bah, voilà, moi tous les matins, je vais chercher les chevaux au pré, je les rentre, machin, je fais ci, je fais ça. Mais sans que ce soit je te montre ma routine, mais juste, bah, pendant que je vis ma vie, je te parle, tu vois? Mmh. Donc je Ouais. parlais pas du tout des chevaux, je parlais pas du tout de ma vie, je parlais de TDAH, mais j'avais un casque sur la tête, j'avais un cheval derrière moi, tu OK, vois? OK, OK. Et Ouais. et en fait, ça, c'était moi parce que souvent, bah, si je suis au téléphone avec un ami ou je suis en train de faire un truc ou tu vois, ou j'ai des invités qui viennent, je: «Ah, tu veux venir? Vas-y, on va chercher les chevaux, tiens, prends un licol, vas-y, on parle», tu vois? Et en fait, de faire ça, disons, en public, juste avec, ma famille ou les amis qui viennent à la maison, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, ça a une énorme valeur de faire ça et d'oser faire ça et que tu peux être aligné avec toi-même sans qu'il y ait forcément une cohérence business, dans le sens où Mmh. en fait, bah, moi je suis pas professionnelle du cheval, tu vois? Mais je Mmh. mets souvent, même sur LinkedIn aussi, la plupart du temps, je mets des photos de moi où je suis dehors. Je mets des photos de moi avec mes animaux, je mets des photos, du potager, enfin des trucs comme ça, tu vois? Or que je suis pas du tout, je suis pas professionnelle de la permaculture ou professionnelle, éthologue, cheval, machin. Mais en fait, bah, tous on a des vies, on a des passions, on est multifacettes. Et Mmh. quand tu montres ça et que tu montres que, bah, oui, je peux parler d'un sujet en faisant autre chose, tu vois? Ouais. C'est super intéressant et puis les gens aiment bien, en fait. Ils aiment bien ce côté authentique de, bah, ouais, tu te lâches et tu nous montres vraiment qui tu es et ce que tu fais, quoi. Carrément. Je trouve ça super intéressant parce que moi j'identifie 2 choses. D'un côté, tu t'es créé, en fait, le cadre qui te permet d'être naturel, le fait d'être dans ton environnement.
Je trouve que, de penser, comme ça, de se dire: «Quels sont les codes de la plateforme?» et je vais essayer d'y rentrer dedans. De se dire: «Bah, dans quel cadre, en fait, je suis le plus naturel pour prendre la parole et de le mettre en avant?» et après ce truc de, bah, en fait, dans la vie, par exemple, moi, j'ai 3 enfants, donc la plus grosse partie de ma vie, c'est, la vie de mère de famille nombreuse. Hem, En fait, c'est il y a rien n'est compartimenté, quoi. C'est clair. C'est me Bah, oui, tout enfin, il y a une espèce de fluidité entre tous ces rôles parce qu'au final, on est la même personne dans toutes ces situations-là C'est ça. et le fait d'arrêter de compartimenter et que, il y ait des croisements, et puis ça je trouve que ça rend aussi toute la richesse, de qui tu es, auprès des gens. C'est super puissant, ouais. C'est trop marrant, moi aussi j'ai 3 enfants donc je comprends Ah OK! parfaitement. À chaque fois, je suis l'ovni qui a 3 enfants dans les entrepreneurs. Ils me disent: «Mais comment tu fais?» Je suis trop contente de rencontrer aussi une mère de famille nombreuse entrepreneur. Oui, 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 je connais à fond et en fait, c'est ça, ouais, tu m'as fait penser à un truc, en fait, plutôt que de m'insérer sur une plateforme ou dans une communauté, ce que je fais, c'est que je crée mon espace et j'invite les autres à me rejoindre. Voilà ce que je fais, voilà qui je suis, voilà mes valeurs, voilà ce que j'aime, ce que j'aime pas, voilà ce que j'accepte et voilà ce que je n'accepte pas. Si tu veux, viens. Si tu veux pas, pas grave. Mmh. Et ça, c'est super en fait. Et comme tu dis, en fait, ça permet de se lâcher, d'être authentique, d'être soi, d'être bien, sans, sans garder toutes ces injonctions. Et les gens le ressentent en fait. Et ça, c'est top. Mmh. C'est vraiment top. Et l'autre truc, c'est que, comme tu le dis, en fait, on nous apprend dès un jeune âge à porter un costume, à mettre un masque selon la situation. Surtout en tant que femme, on nous apprend que tu as beau être maman de 3 enfants, quand tu arrives au boulot, il faut s'habiller en mode boulot, il faut avoir une attitude en mode boulot, etc. Quand tu reviens de ton arrêt maternité, il faut quand même que tu puisses rentrer dans ton tailleur d'avant, etc. Et en fait, on a tendance, comme tu dis, à compartimentaliser. Et en fait, c'est cet aspect trop hygiénique, ça nous fait perdre de la valeur et ça nous fait perdre de la richesse. Parce qu'au final, quand tu es toi, à tout moment, tu es toi, maman, tu es toi, entrepreneur, tu es toi, toi. En fait, tu réunis toutes tes richesses, toutes tes connaissances, tout ce que tu as à donner à tout moment. Et ça permet en fait vraiment d'être beaucoup plus riche, d'être plus productif, d'apporter plus de valeur en fait à tout ce que tu fais. Et aussi, ça permet d'arrêter constamment de se dire ah, faut que je change de masque, faut que je change de chapeau, faut que je change de pull, faut que j'enlève mes bottes de pluie parce que voilà. Et ça, c'est super important, je pense. Oui, je disais que, en fait, porter des masques, c'est épuisant. Dans moi, là, dans jusqu'à très récemment, en fait, en 2023, j'ai fait un burn-out et j'ai mis par rapport à mon activité professionnelle, mais je pense qu'il y a une grosse part de burn-out identitaire parce que justement, je ne faisais que ça, que donner aux gens ce qu'ils attendaient de moi. Donc du coup, leur présenter le bon masque au bon moment et d'être, dans les clous, pour que tout le monde soit content et cetera et cetera. Et c'était notamment lié aussi au fait, d'être une femme noire, dans une société majoritairement blanche. Donc il y avait cet aspect-là, mais il y avait aussi l'aspect, mère, parce que, voilà, je suis quelqu'un d'ambitieuse et du coup, j'avais mon projet d'entreprise et cetera, mais en même temps, on me reflétait que, ben, quand même, je suis maman, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je rentre pas trop tard le soir. Ah mais le papa, il est tout seul. Bah oui, mais bah, c'est le papa, comme au même titre que je suis la maman. C'est un parent aussi. C'est ça. Et du coup, en fait, c'était épuisant et quand j'ai lâché ça, mais le poids, en fait, que j'ai enlevé de mes épaules, c'est impressionnant et je pense que quand on est un peu encore enfermé dans ça, on se rend pas compte de comment c'est libérateur.
d'enlever ces masques-là? C'est comme, tu sais l'image de la cave, c'est pas une cave de enfin, ouais, en fait, quand une fois que tu as pris conscience, une fois que tu as compris et que tu es sortie au soleil, tu te demandes comment Mmh. tu as fait pendant aussi longtemps. Exactement. Mais, non et puis en fait, justement, tout ce qu'on fait dans la vie est transversal. Toutes nos compétences peuvent se prêter à d'autres, moments, à d'autres, thématiques, à d'autres projets. Tu peux très bien arriver, sur une réunion business et dire: «Ah tiens, tu sais quoi? Avec mes enfants, j'ai trouvé un système d'organisation super sympa. On pourrait transposer ça, en fait, à un groupe de travail d'adultes, dans un autre contexte». Mais quand tu passes ta vie à te dire: «Ouh là, faut surtout pas que je parle de mes enfants parce qu'après, ils vont penser de moi seulement que je suis maman et pas que je suis gestionnaire de projet ou machin», bah, en fait, tu te limites vachement et c'est tellement dommage. Non, non, mais c'est clair et justement par rapport au business, heu, il y a aussi, et en plus, c'est vraiment enfin, cette interview est vraiment elle arrive, au bon moment parce que là, je viens à peine de finir, le challenge de Kylian Talin. Je sais pas si Je tu l'ai vois fait qui aussi. c'est? Ah bah, voilà et sur la coup, la thématique c'était l'ADN et en fait, ça fait grave écho avec ce qu'on est en train de dire là et du coup, je voulais voir avec toi, bah, comment, d'après toi, on peut construire, en fait, son business model, comment on peut l'adapter et sortir de toutes les injonctions dont j'ai été une victime, mais on peut dire une grosse Mmh, mmh, victime mmh, mmh, mmh. pendant 5-6 ans oui, surtout dans le milieu du business digital, il faut faire comme ça, il faut atteindre tel chiffre d'affaires, il faut utiliser telle ou telle, technique pour se faire connaître et cetera et en fait complètement oublier dans quoi on est à l'aise, dans quoi on est bon et cetera donc j'aimerais bien que tu puisses, nous partager un peu toi ta vision de ça, comment on construit, bah, son entreprise pour qu'elle soit totalement en lien avec qui on est. Carrément, carrément. Ah, c'est trop marrant, on a suivi les mêmes lives et tout. Oui. Tu sais ce challenge-là, petite parenthèse, je l'ai fait l'année dernière. C'était sur les pauses de midi l'année dernière, donc j'ai eu plus de facilité à le suivre, honnêtement, que le soir. Mais ça m'a vraiment l'année dernière, c'est arrivé pile au moment où je reconstruisais tout et ça m'a vraiment aidée à me dire: «Ouais, je suis pas la seule», tu vois? C'est Ouais, pas que les TDAH, c'est tout le monde. c'est Donc clair. j'étais contente de reparticiper cette année, juste, parce que l'année dernière, c'était tellement cool. Mais ouais, Mmh, selon moi, en fait, quand on construit un business, bah, forcément, on est bon élève. Le premier truc qu'on va faire, c'est aller voir ce qu'ont fait les autres. Le premier truc qu'on va faire, c'est se dire: «Alors, il faut penser à quoi?» et alors quand j'ai fait mes études, j'avais plein d'amis qui étaient, dans le business school. Je leur en parlais beaucoup de leurs études et tout et ben, très souvent, ça part de il faut analyser le marché. Il faut voir où est-ce qu'il y a du besoin. Quelle sera ta clientèle cible et que veut-elle de toi? Bah ouais, mais ça, c'est un point de départ horrible. Parce qu'en fait, dès le départ, t'es pas en train de penser à toi, qu'est-ce que tu peux donner? Toi, qu'est-ce qui est confortable? Qu'est-ce qui mmh, t'inspire? Qu'est-ce qui te motive? Non, on est en train de se dire, ben, voilà, le marché nous dicte ça, les statistiques nous dictent ça. Sauf qu'en mmh. fait, les statistiques et le marché ne va pas te dire qu'il y a un projet innovant que personne n'a fait, parce que personne l'a fait, tu vois? Clair. Et en fait, il y a plein de besoins qui ne sont pas forcément exprimés ou pas forcément vocalisés et il y a plein de besoins auxquels on répond d'une certaine manière parce qu'on a décidé qu'il fallait y répondre comme ça, Mmh. mais que si on y réfléchit d'une autre manière, on peut y répondre différemment. Donc en fait, je pense que cette approche-là, elle est mauvaise Mmh. et je sais que là, je dézingue, ce que fait tout le monde. En Bien fait, on sûr part qu'un du mauvais endroit, quoi. ouais, Le point de on départ, part de il son est client, mauvais. on part de son client. On devrait partir de nous. Surtout quand, on n'entre pas dans les clous, on n'entre pas dans les cases, surtout quand on a une différence ou une atypie, Mmh. surtout quand on a des besoins particuliers. Ça a pas besoin d'être un handicap, ça peut tout simplement être le fait que quand tu as 3 enfants et que tu as une vie de famille, tu as peut-être des envies ou des besoins
de se dire, par exemple, bah, moi, je travaille pas le mercredi. Pas envie. Non, mais Tellement voilà, vrai. je me suis pas embêtée à faire 3 enfants pour payer quelqu'un pour passer du temps avec eux. Clair. Et même au Mais moment de quitter le salariat pour te retrouver à te remettre les mêmes contraintes, en termes de, exactement, temps passé au travail. exactement. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent, en fait. Les gens quittent le salariat pour faire autrement. Et 3 mois après, ils sont en mode: «Oui, mais il faut que je travaille plus. Oui, mais ma productivité. Oui, mais j'ai compté le nombre d'heures que j'ai fait». Et tu voulais faire autrement. Alors, en fait, tu fais autrement, mais maintenant ton manager toxique, il est plus là parce que c'est toi ton manager toxique. Tu le fais toi-même, comme on disait tout à l'heure. En fait, tu l'as tellement vécu que tu l'as intériorisé et maintenant, c'est toi qui te fais subir ces mêmes règles. Mmh. Donc vraiment, moi, ce que je prône, c'est de partir de soi. C'est de poser des questions du style, voilà, heu, qu'est-ce que je peux et qu'est-ce que je veux contribuer? Parce que moi, j'ai des choses que, en théorie, je peux donner, mais j'ai pas envie parce que ça m'épuise, parce que ça me Mmh. motive pas, parce que ça prend trop de temps, et cetera. Tu vois? Moi, tous les métiers qui m'attirent énormément, le cinéma, tout ce qui est tourisme, hébergement, restauration, enfin tout ça, bah, ouais, mais c'est les soirs, c'est le week-end, c'est les vacances, scolaires, c'est Ouais. 18 heures par jour sur un plateau de tournage. Peut-être plus tard. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas envie de donner ça. J'ai pas envie de donner ces horaires-là, ces moments-là, cette énergie-là. Et en fait, partir de ce questionnement-là, je pense que c'est super intéressant. Parce que, surtout quand on a vraiment un parcours un peu, atypique, Mmh. on a plein de compétences, on a plein de choses qu'on peut faire. Et se dire: «Ouais, OK, mais est-ce que je peux et je veux? Est-ce que je peux, pas juste cette semaine, mais sur du long terme? Mmh. Est-ce que je peux, même si, je tombe enceinte ou même si je me casse la jambe ou» tu vois? Même si j'ai les 3 enfants malades à la maison, ça, c'est un point de départ que je trouve beaucoup plus pertinent. Parce que Mmh. c'est un point de départ qui permet de construire quelque chose qui peut fonctionner sur du long terme. Pour nous, pour notre entourage, pour notre famille, pour nos besoins. Nos besoins de maintenant et nos besoins éventuels. Tu vois? Et si on part de ça, on peut ensuite se dire: «OK, voilà les horaires que je peux faire. Voilà les compétences que je peux donner. Voilà ce qui me motive. Voilà ce qui me réveille quand je suis épuisée», Mmh. et qu'on part de ça pour se dire: «OK, comment est-ce que je peux coller ça sur le marché? Où Mmh. est-ce qu'il y a un espace pour ça? Chez quelle clientèle est-ce que ça va résonner? Est-ce que ça va être utile?» Je pense que c'est plus pertinent. Carrément. Et il y a quelque chose que tu as soulevé, qui me paraît, vraiment très important et c'était, c'est un des trucs en fait qui m'a bloquée pendant longtemps à justement partir de moi. C'est, justement la dissonance entre, les envies, les aspirations et ce que tu peux faire à l'instant T. Et moi j'étais dans un peu dans, je veux tout, tout de suite en fait. Moi Mmh. je veux ça, c'est ce dont j'ai envie et si je le fais pas maintenant, genre, je pourrais jamais le faire. Et là, tu as dit: «Là, peut-être que ça, maintenant avec des enfants en bas âge, ce n'est pas possible». Mais en fait, la vie elle dure pas 6 7 ans quoi. Genre à C'est un moment ça, donné, il va y avoir une autre phase où les enfants vont être plus autonomes et du coup, il y aura une autre période, une autre ère de notre, entrepreneuriat où on va pouvoir, faire autre chose parce que au final, il y a aussi cette notion que rien n'est figé. C'est-à-dire qu'on a cette liberté de pouvoir aujourd'hui proposer quelque chose et dans quelques années, bah, aller sur un autre sujet, mmh, exploiter mmh. d'autres compétences et ça, d'avoir ça en tête, c'est libérateur, C'est clair, vraiment. c'est clair. Ce que je trouve, super intéressant en lien avec ça, c'est que, pareil, si on repart des injonctions business de base très classiques, tu prends, presque n'importe quel livre business classique, on va te parler du business plan sur Mmh. 5 ans. Oui. Je sais pas ce que je vais manger demain au petit déj et tu me demandes de structurer sur 5 ans.
oui, je comprends bien. Je sais que la banque aime ça. Je sais que on a une société qui est créée comme ça. Mais en fait, Mmh. ça nous bloque énormément. Et si on est créatif et que l'aventure est ce qui réveille cette flamme en nous, Mmh. tu me fais un business plan sur 5 ans, moi je démissionne direct en fait parce que j'ai plus envie. Parce que si je sais comment va se terminer le livre, bah j'ai plus besoin de le lire. Tu Mmh. m'as spoilé, donc c'est bon quoi. Tu vois, Clair. ce qui me motive et ce qui me happe, ce qui me donne envie, c'est l'aventure, c'est le chemin, c'est que je sais pas ce qu'il y aura derrière le prochain virage. Donc j'ai envie d'y aller pour découvrir. Et en fait, quand on essaye de trop structurer et trop voir, en fait, bah, Mmh. d'un côté, c'est peut-être rassurant, mais en fait, d'un autre côté, il y aura toujours un truc imprévu. Il y aura toujours un truc une question à laquelle tu pourras pas répondre. Et du coup, on se retrouve en paralysie. On ne fait pas, on ne passe pas à l'action parce que rien n'est parfait, parce qu'on n'a pas toutes les réponses, parce qu'on n'a pas un prévisionnel sur X nombre d'années, parce qu'on n'a pas la validation de un tel et un tel et un tel, donc on se dit ah ouais mais non c'est pas le bon moment, j'ai pas les compétences, gna gna gna. Et donc soit on fait rien, soit on construit un business dans lequel on ne peut pas s'épanouir parce qu'on peut pas évoluer, parce que c'est pas un business évolutif, c'est un business qui est déjà planifié. Et les 5 ans à venir, ils sont déjà planifiés, ils sont déjà programmés. Donc tu peux pas fleurir dans ces conditions-là Mmh. parce qu'il y a pas de place pour ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est de se dire: «OK, aujourd'hui, je peux donner ça, je peux faire ça. Ça répond à telle et telle clientèle. Je vais commencer et on va voir ce que ça donne. On va Mmh. voir qui je vais rencontrer. On va voir les retours que j'aurai, ce qui fonctionne mieux, ce qui fonctionne moins bien. On va s'y adapter et on va construire constamment à partir de ça, en fait. Et je trouve que déjà de un, ça permet hem, de déclencher le mouvement et de Mmh. rester en mouvement. Ça permet de cultiver et de nourrir sa créativité, tu vois? Et en plus, plutôt que d'avoir un business solide, construit sur des sables mouvants, les sables, ils vont bouger et le bâtiment, il va tomber, en fait. Plutôt que de faire ça, on a un business qui bouge avec le marché. On a un Mmh. business qui évolue avec sa clientèle. On a une approche qui peut durer parce que on l'a vu très récemment. Toutes les personnes qui venaient de monter un business comme ci, comme ça, c'était validé, les banquiers avaient validé, tout le monde était content, bam, Covid. Mmh. Ouais, et maintenant tu fais quoi? Ça Moi, a je vois déstabilisé bon nombre ouais, d'entrepreneurs. mais ouais, et ceux qui ont réussi, alors je généralise pas, hein, parce que ça, c'était quand même hyper dur, Ouais, mais c'était il y en a plein qui ont pas réussi parce que c'était une catastrophe, mais il y en a qui ont quand même réussi à survivre ça parce qu'ils ont dit: «OK, on pivote. mmh. OK, les gens, ils viennent plus dans notre théâtre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même gagner de l'argent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même survivre, pour continuer? Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir de la visibilité?» Tu vois? Et ça, c'est super intéressant, en fait. Je trouve que d'avoir cette flexibilité, de se dire: «Oui, j'ai une ligne directrice. Oui, il faut pas que je parte dans tous les sens non plus parce que sinon, pareil, on tourne en rond et on n'avance pas. Il faut quand même monter l'escalier, mais de manière flexible, en se disant: je peux observer ce qui se passe et m'y adapter constamment. Je peux m'autoriser à dire: j'ai lancé un service qui n'a pas marché. Lynn Bartoli, qui avait fait une des interventions sur le challenge, elle a monté une communauté sur Circle il y a à peu près 1 an et elle vient de le fermer. Mmh. Et si tu n'as pas écouté l'épisode de podcast où elle en parle, je t'invite à y aller parce que c'est Mmh. super intéressant. Parce que, en fait, elle assume de dire: «Ouais, je fais, un chiffre d'affaires de malade, j'ai une équipe, j'ai X nombre de followers, partout machin, mais j'admets que ça n'a pas marché. Donc j'insiste pas. Mmh. J'analyse, je regarde, OK, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Hem, Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Et cetera. J'apprends de ce que j'ai fait, mais voilà, j'ai quand même le courage d'admettre en public que, je change d'avis, que je fais autre chose, tu vois? Et Carrément. parfois, en fait, on insiste, on insiste, on insiste sur quelque chose parce qu'il y a 10 ans, ça marchait ou parce que, Ouais. la personne qui nous a vendu le business faisait comme ça et elle y arrivait.
mais en fait, on se tape la tête contre un mur, tu vois? Ouais, non, carrément. C'est ouais, le fait d'être agile comme ça, heu, c'est vrai que ça nous permet, d'être résilients et ça enfin, dans la société dans laquelle on vit, c'est vraiment une grosse compétence clé parce qu'on ne sait pas trop de quoi sera fait demain. Donc du coup, cette agilité est vraiment clé pour, les entrepreneurs et même pour tout le monde en vrai, Ouais, en surtout, général, je quoi. pense, dans un monde digital, parce que, bah, Mmh. l'algorithme, il peut changer en une nuit, parce que ton compte, il peut être supprimé, parce que, en fait, aujourd'hui, le monde évolue tellement rapidement, Mmh. on s'en rend même pas compte, mais tout est plus rapide. Du coup, il faut pouvoir, comme tu dis, avoir cette agilité. Mmh. Carrément. En même temps que s'écouter et j'avais, quelque chose pour illustrer ça, fin d'année dernière, du coup, je sors de mon congé maternité et je reprends, l'entrepreneuriat petit à petit et en fait, ce dont j'avais besoin à ce moment-là, après un burn-out suivi d'une maternité, c'était quelque chose de stable, sécurisant, de pas être stressée, par l'argent notamment. Mmh. Et il y a une opportunité qui vient où je fais une mission de remplacement, en fait, de personne qui part en congé maternité et du coup, je travaille plusieurs jours par semaine pour un client sur une compétence enfin, c'était de l'admin, commercial, donc rien à voir avec mes compétences, marketing. Mais ça me permettait d'avoir, cette stabilité et cetera et du coup, je me suis permise de prendre ça et derrière, j'ai mis en avant mes compétences de marketing quand j'étais au sein de cette entreprise, et du coup dès janvier, je fais du 3 jours semaine pour cette entreprise, quelque chose que j'aurais pas forcément imaginé, d'avoir autant de temps pour une boîte et en même temps aujourd'hui, quasiment, 3 mois après, hem, je me remercie de m'être autorisée à choisir ça parce que d'une, ça a apaisé tout mon système nerveux déjà avec une certaine, stabilité, financière et cetera. Je rencontre cette entreprise est vraiment, enfin je l'adore en fait. Les gens qui Hein, c'est trop sont cool. ultra bienveillants. Ils ont une, philosophie d'entreprise, les fondateurs ont insufflent une philosophie d'entreprise qui, je trouve, est vraiment, enfin remarquable et met à l'aise tout le monde, que ce soit les salariés, les freelances, donc les personnes qui sont externes. Il y a une reconnaissance de tout le monde et tout le monde arrive à travailler en bonne intelligence. Tout le monde est en remote, donc ça fonctionne quand même et il y a ce truc de collectif, justement, dont j'avais besoin, dont je soupçonnais pas avoir besoin et du coup, de me retrouver dans une équipe me fait un bien fou et en fait, si j'étais restée sur ce truc, j'avais ce truc de me dire: «Bah, là, je vais faire du podcast, du montage, machin». J'avais créé, le business model, les offres, que je voulais pousser et je me serais dit: «Bah, non, je vais pas prendre ça parce que sinon je vais pas pouvoir, continuer le plan que j'avais mis en place et cetera». Je serais passée à côté de quelque chose, franchement qui en fait, est aligné avec ce dont j'avais besoin là et qui ne correspond pas forcément à ce qu'on peut dire d'un freelance ou d'un entrepreneur ou d'une ambition certaine, j'en sais rien. Mais, Mmh mh. c'est là où s'écouter prend vraiment du sens parce que ton corps, il te dit des choses et en fait, c'est ça qui est bon pour toi, quoi. Et en fait, se dire, voilà, on peut être stratégique. Prendre, voilà, un job à côté, ça veut pas dire que tu renies ton projet d'entreprise, ça veut pas dire que tu es moins entrepreneurial, ça veut dire que tu es stratégique et ça, c'est hyper fort, tu vois? Et pareil, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, d'un côté, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais dans ton business, mais en fait, tout est lié. Donc tu vas forcément avoir, des compétences ou des choses que tu vas apprendre que tu pourras ensuite coller, dans ton business et en plus, ce que tu dis par rapport à l'équipe, en fait, bosser 3 jours par semaine avec une équipe dans un environnement, top, tu te sens bien, bah, du coup, quand tu bosses seul sur ton business, tu as ramené tout ça avec toi, tout ce bagage, Exactement. donc tu arrives en mode, dynamique, en mode: «Je me sens bien, allez on y va, je crois en moi, Mmh. je crois en mon projet» et ça, c'est hyper fort.
Et c'est pour ça que le bodybuilding, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Oui, c'est un service, donc c'est quelque chose que je facture et cetera. Mais en fait, en dehors de ça, ça m'aide aussi parce que je suis pas toute seule. J'ai des contacts, j'ai des personnes avec lesquelles j'échange presque tous les jours, ouvrés, disons, tu vois? Je suis pas toute seule dans mon coin. C'est ça que j'adore avec justement l'aspect de communauté dans mon groupe Facebook ou sur Mmh. LinkedIn, c'est que j'ai des personnes, si j'ai une idée, moi je sais que je peux aller, échanger avec d'autres entrepreneurs et entrepreneuses, leur poser des questions, leur dire: «Tiens, tu as rencontré ça?» ou «Tu m'avais dit en passant que tu utilisais tel et tel, outil, est-ce que tu peux m'aider parce que j'ai un bug?» ou machin. Et en fait, plutôt que de se dire: «Bah ouais, je porte tout toute seule», on est là en mode: «Non, on est une équipe, on est une tribu et on avance main en main et la marée, elle lève tous les bateaux». Donc s'entraider, se donner des tips, tu vois? C'est co-constructif. Mmh. Ça nous aide nous, ça aide les autres. Eux, ils vont nous aider. Voilà, c'est hyper positif en fait et trouver ce cercle vertueux et l'entretenir, c'est top. C'est vraiment top Carrément. parce qu'en fait, plutôt que de te réveiller et dire: «Purée, je suis seule à tout faire, ça fait beaucoup, je suis crevée», tu te réveilles en mode: «Ah, je me demande si, machin, elle a avancé sur ça» ou voilà, enfin, c'est trop bien. Mmh. Sur le fait d'être freelance, souvent, heu, on entend, que c'est une aventure justement solitaire, que tu es souvent seul, qu'il faut aller réseauter et cetera. Heu, mais là, de ton témoignage, c'est qu'en fait, l'aventure freelance, ça peut être une aventure totalement collective. Toi, quelle place prend le collectif, dans ton aventure entrepreneuriale? C'est dans les top 3 choses les plus importantes de ma vie quotidienne professionnelle, OK. vraiment. C'est, et c'est je pense que si je dois vraiment simplifier, c'est ce qui fait la différence entre, mon business maintenant et mes activités freelance d'avant, tu vois? J'ai été photographe d'événementiel, quand j'habitais en Écosse et je l'ai fait aussi quand je suis rentrée en France. Quand j'étais en France, j'étais en milieu rural. C'était Mmh. très difficile. Je me sentais très, très seule. J'avais l'impression vraiment de tout porter. Je faisais partie de communautés de photographes, mais c'était des communautés, anglophones, en Amérique et cetera. J'avais j'étais vraiment déconnectée et j'avais beaucoup de mal. Mmh. Hem, Quand j'étais, photographe en Écosse, j'étais aussi présidente d'une, association de photographes étudiants. OK. J'étais, la fille avec l'appareil photo, tu vois? J'étais vraiment, bien entourée. J'avais, des personnes autour de moi qui soutenaient, qui contribuaient et cetera. Il y avait ce cercle vertueux, tu vois? Et quand j'ai quitté cet entourage et que je me suis réinstallée avec la même activité ailleurs, ça s'est effrité. J'avais le même équipement, j'avais le même site, enfin, j'ai fait les mêmes choses, mais ce que je n'avais pas, c'était cet entourage. Et à l'époque, bon, j'ai essayé un peu sur Instagram, mais c'était compliqué. J'avais mon petit, enfin, j'avais un nouveau-né, donc voilà, tu connais le truc. Mmh mh. Ça faisait beaucoup. Et j'ai pas réussi et donc j'ai eu une opportunité pour un rôle salarié. J'y suis allée parce que justement, ça me faisait plaisir d'intégrer une équipe, de travailler avec d'autres personnes, d'avoir cet aspect social, tu vois? Et vraiment, pour moi, en fait, ouais, c'était ça la différence, c'était l'entourage. Ouais, c'est vrai que c'est clé. C'est clé Pour l'entourage. ça que Ouais, et c'est pour ça que cette fois-ci, en fait, même avant d'ouvrir mon business, de faire une déclaration à l'URSSAF, de dire à Pôle emploi que je voulais être entrepreneuse, même avant d'avoir, une cible, des services, c'est le premier truc que j'ai fait, c'est me dire: «OK, avec qui est-ce que je vais m'entourer?» Tu vois? C'était aller chercher des personnes. C'était créer une communauté à mon image, inviter des personnes dans mon univers, voir qui voulait m'inviter dans son univers et du coup, petit à petit, agrandir ces univers partagés, tu vois? Et en fait, c'est à partir de ça que j'ai pu enchaîner sur un business qui est beaucoup plus, stable, beaucoup plus confortable et en lequel j'ai beaucoup plus confiance. Ouais.
Non, je pense que c'est vraiment aussi une grande leçon que j'ai intégrée ces dernières années, l'importance, du collectif et en fait qui vient infuser le business, de Mmh. plein de manières différentes, et qui je pense que de toute façon on est fait pour être en groupe. Donc à un moment donné Mais oui, on est grégaire, on doit vivre en tribu, ça fait partie de notre ADN, ça fait mmh, partie de nos besoins de survie, c'est instinctif en fait, on peut pas le mmh, contrôler ça. Ça fait vraiment partie de on est né avec ça et on meurt avec, quoi. mmh, Et mmh, ce que je trouvais super intéressant, c'est qu'avec avec le développement de mon groupe Facebook, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont posé des questions par rapport à ça, par rapport au community management. En mmh, mode, «Ouais, mais ça doit te prendre énormément de temps. Oui, mais est-ce que tu as pas des gens qui s'engueulent dans ton groupe? Est-ce que tu dois pas faire pas mal de gestion de conflits?» et cetera. Et en fait, pas du tout. Sur 8 000 membres, je crois que j'ai dû bannir 20 personnes. mmh. C'est rien, tu vois? Bah oui, Hem ouais. et en fait, j'annonce les règles de vie, disons, Mmh, elles sont simples, elles sont claires. Si on ne les respecte pas, j'ai pas le temps de poser des questions, j'ai pas le temps d'échanger, j'ai pas le temps d'argumenter. Bye, go, c'est bon. Et très rapidement, même quand j'étais autour d'une cinquantaine de membres, comme moi j'étais claire et j'étais droite dans mes bottes, en fait les membres ont commencé à devenir ambassadeurs d'eux-mêmes. Donc les membres invitaient des personnes à rejoindre le groupe, les membres parlaient du groupe ailleurs, donc ils me faisaient de la petite pub. Et ouais. quand quelqu'un arrivait en mode irrespectueux ou en mode je fais de la pub, machin, j'avais même pas besoin de faire de la modération parce que c'est les membres eux-mêmes qui allaient dire «Eh, on n'est pas là pour ça, non, ici on fait comme ci comme ça». Enfin, Mmh, voilà, tu vois? Donc en fait, c'est top parce que quand tu crées une communauté qui te ressemble vraiment, qui est authentique, qui est complètement alignée, bah, c'est clair. Donc les mmh, gens qui viennent, c'est des gens qui comprennent, ils savent pourquoi ils sont là. Ils ont décidé, «Oui, je veux en faire partie», donc ils sont alignés. Et s'ils sont là par accident, qu'ils ont pas capté, bah, en fait, c'est pas forcément toi qui dois faire la police parce que les autres vont le faire pour toi. Et tu crées, en fait, un écosystème indépendant et autonome. Et ça, c'est fantastique parce que toi, tu as dû faire le travail de fond, mais une fois que le système est autonome, il faut surveiller, il faut faire des ajustements, il faut faire quelques réglages, mais mmh, honnêtement, ça te prend pas énormément de temps. Tu vois? C'est comme la permaculture, en fait. Tu as mmh, observé le terrain, la météo, machin, tu as installé les plantes, les animaux, tu as créé quelque chose où tous les éléments, en fait, viennent se soutenir, viennent, de manière complémentaire mmh, et tu crées quelque chose d'autonome. Et ça, dans les communautés, c'est super intéressant, mais en fait, ça se retranscrit également dans un business. L'idéal dans un business, c'est pas de devoir partir à la chasse aux clients tout le temps, mmh, c'est de créer un écosystème qui attire. C'est de créer un tunnel où toi, t'as pas besoin de faire beaucoup de choses. Alors, on parle énormément d'automatisation, d'IA, d'outils, machin truc, mais en fait, ils peuvent être utiles, bien sûr. Mais c'est pas une IA qui va faire pour toi. C'est pas une IA qui va créer un environnement autonome et un jardin en permaculture à ta place. Il faut que mmh, toi, tu crées ça. Et tu peux t'aider d'outils et d'automatisation, bien sûr, mais en fait, l'autonomie, la vraie autonomie, elle va venir de la clarté, de l'authenticité, de l'honnêteté que tu as. Et c'est mmh, ça qui va faire rayonner ce que tu fais, qui tu es, faire venir les gens et créer en fait quelque chose qui, petit à petit, va tourner avec de moins en moins d'interventions, de moins en moins d'efforts de ta part et mmh, permettre de bosser 3 jours et demi par semaine et permettre de prendre des vacances et permettre de s'occuper de ses enfants, et cetera. mmh. Carrément. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est vraiment une compétence clé que de pouvoir, rassembler des gens, mais c'est aussi,
liées à, comme tu dis, la manière, dont tu vas être aligné au final. Et du coup, plus c'est clair pour toi, plus t'es bien dans qui tu es, ce que tu veux transmettre et plus tu vas attirer, du coup aussi les bonnes personnes et cetera. Donc ça fait un peu la boucle avec ce qu'on disait au départ, qui va venir créer justement, tout cet écosystème et va pouvoir faire vivre notre business, tout en nous préservant nous, parce qu'au final, on est quand même la ressource la plus importante de tout ça. Mais c'est sûr, absolument. Mais non, non, je pense que ça, c'est super intéressant. Mais en fait, pour arriver à ça, il faut juste commencer quelque part et je vais paraphraser, ce que racontait, du coup Aline, Berthollet, pendant La Flamme. Elle disait que quand on monte un business, on commence à créer de la glace à la vanille. C'est le premier service où voilà, la première chose qu'on fait, bah, c'est ça ressemble un peu à ce que font les autres. C'est voilà, ça sort pas beaucoup de l'ordinaire, c'est peut-être pas massivement aligné à ce qu'on fait, mais au moins voilà, c'est une glace. Ensuite, on passe à un truc un peu plus aventureux, voilà, on fait de la glace à la pistache et on sait qu'on est arrivé une fois qu'on a fait, la glace aux fruits du dragon ou je sais pas quoi. Oui. Mais enfin bref, mais j'aimais bien son image. Mais moi, ce que j'en ai tiré de ça, c'est que commence, fais quelque chose, c'est pas grave, tu vois? C'est clair. Hem Et elle était partie un peu pour moi, la sa version de la glace à la vanille, c'était un peu ce que je disais tout à l'heure, un business model un peu classique. Tu sors Mmh. une glace à la vanille parce qu'en fait, c'est les bases. Mais si tu ne fais pas de glace à la vanille au départ, parce que tu ne pars pas de ce que font les autres glaciers, tu pars de toi, ce qui Mmh. t'inspire, tu peux commencer avec une glace à la mangue ou voilà, tu commences Mmh. déjà avec une base qui te ressemble plus. Et ça, c'est hyper intéressant Mmh parce mh. que tu pars d'une base qui te ressemble quand même un peu. Et ensuite, tu investis de plus en plus d'authenticité, de plus en plus de toi, parce qu'en fait, au fur et à mesure, tu te fais de plus en plus confiance et tu Mmh. tu as de plus en plus de légitimité. Plutôt que de te dire: «J'ai besoin de la validation des autres», tu te dis: «Mais non, moi quand je fais ça, après je me sens trop bien. Après je suis hyper motivée. Après, voilà, quand je vais chercher les enfants à l'école, je suis en mode: "Wouh! Donc c'est forcément bien, donc je vais continuer sur cette voie-là"». Tu vois? Mais en fait, tu peux pas développer un business si tu n'as pas encore fait d'action. Le Mmh. premier truc, c'est il Carrément. faut planter une graine. C'est pas grave que ce soit une graine de tomate ou une graine de laitue, on s'en fout. Si tu veux avoir un jardin, bah, le premier truc à faire, c'est planter un truc. Si la plante, elle, voilà, elle elle germe et puis elle crève, c'est pas grave, tu plantes autre chose. C'est pas grave, tu plantes une autre graine, la même, mais pas au même endroit, ou tu l'arroses plus ou moins, ou voilà, tu ajustes, quoi. Mais vraiment, C'est clair. c'est pour ça que moi je prône par-dessus tout le passage à l'action, quoi. Fais quelque chose, À même une fond. toute petite chose, c'est pas grave, ça peut prendre longtemps. Petit à petit, l'oiseau fera son nid. Ah mais Passe à l'action. je suis totalement, d'accord avec toi et bah, je après il y a des fois, il y a des personnalités qui sont plus dans l'action, d'autres moins. Moi, je sais que je suis, à fond dans l'action et j'ai du mal à réfléchir 100 ans, sur un truc, théoriser et cetera, je suis plutôt dans l'expérimentation. Mais en fait, quand tu expérimentes, c'est là que tu apprends aussi à te connaître parce que des fois, on ne sait pas, comment on va réagir face à certaines, situations si on ne l'a pas vécu. Pour prendre un exemple, à un moment, je voulais une agence, et du coup ça comportait d'avoir, des équipes et de manager, mais je me suis rendu compte que j'ai le management en horreur. Je ne je ne peux pas. Genre, c'était vraiment une épreuve pour moi, c'était douloureux et en fait, si je ne l'avais pas fait, je ne l'aurais jamais su et il fallait que je Mmh. passe, peut-être pas aussi intensément que je l'ai fait, mais en tout cas, c'est en testant ça que je me suis dit: «Ah bah non, finalement ce modèle-là, moi je l'imaginais comme ça, je pensais que ça allait m'aller, mais dans les faits, au final, ça me correspond pas, ça me donne pas d'énergie, ça me pompe plutôt de l'énergie et du coup, ça vient affecter toutes les autres parties, de mon activité». Hem, mais ça, on peut le savoir
que dans l'action. Sinon, on sait pas trop, quoi. C'est trop ça. On a tendance à se faire des films ou à avoir des fantasmes presque sur, ce que pourrait être notre vie. «Ah, si j'habitais là-bas, je ferais ci, je ferais ça, machin». Mmh. Tu sais, on se projette, mais on se projette pas toujours, hem, c'est pas toujours la réalité, en fait. C'est un film et Ça. et d'aller tester, ça permet de se dire: «Ah ouais, mais en fait non, parce que moi à 19h30 je suis crevée, quoi». Voilà, ça permet de dire: «Ouais, en fait, j'aime pas manager, je suis pas bon manager, ça va pas me motiver donc non». Et Mmh, justement, c'est vrai que il y a différentes manières d'apprendre, mais hem, moi, en tout cas, je suis une personne qui apprend en faisant. Si tu me dis comment faire, si tu me montres comment faire, je vais pas l'intégrer. Mais mmh, si tu me laisses faire et je fais des erreurs, je vais apprendre et je vais l'intégrer et je pourrai le reproduire et je pourrais même l'apprendre à quelqu'un d'autre. mmh, carrément. Mais du coup, ça nécessite ce passage à l'action. Et très souvent, quand Mmh, on lance un business, quand on n'a pas beaucoup confiance en soi, on se dit que, on a parfois aussi un entourage qui nous dit: «Ouais, mais tu auras pas la stabilité, comment tu vas faire financièrement? Gna gna gna». On se fout un énorme stress, mmh, on veut que tout soit parfait. On se dit que ça va seulement marcher si on écoute ce que disent les autres, si on écoute ce qu'ont fait les autres, si on reproduit les mêmes schémas et cetera. Et on veut se former à fond, donc on regarde des vidéos, on suit des comptes, sur les réseaux sociaux, on prend des notes, on fait des formations en ligne, on participe à des challenges, gna gna gna. mmh, On se on a tellement d'informations, on sait plus où donner de la tête et on sait plus par où commencer. Et moi ça me passionne. Moi ce que j'adore faire, c'est dire: «OK, tout ça c'est super, c'est hyper riche, c'est hyper intéressant, mais là on va prendre ta to do list, on va tout enlever, on mmh. va garder un truc et on va le faire». Ouais, ouais. Non, non, carrément. Passer à l'action. Il y a pas de fatalité, rien ne va s'écrouler, à un moment où il y a toujours un moyen de voilà, C'est ça. de changer, de bifurquer et cetera, parce qu'on a souvent peur de conséquences de: «Oui, je vais là, mais si ça se passe mal, si j'ai mal anticipé, si j'ai mal préparé» et en fait, pour de vrai, il ne se passera rien. Ce sera pas grave, en fait. C'est juste que vous Non. allez changer, et vous Et aurez appris sur le admettre, chemin. ouais, et admettre en public qu'on a eu tort ou qu'on n'avait pas compris un truc ou qu'on est passé à côté quelque chose, c'est hyper fort. Moi, honnêtement, quelqu'un qui me dit: «J'ai fait telle erreur», même si c'était la semaine dernière, c'est une personne à laquelle je vais faire confiance. Quelqu'un Mmh. qui me dit: «Ouais, moi j'ai monté un business à 50 millions parce que j'ai jamais fait d'erreur». Ah, Bizarre! ah ouais, tu sûr? Et je peux te montrer comment faire en, 5 minutes. Regarde juste ma vidéo. Non! Mais Je par contre, vois, de quel ouais, type de voilà. Mais la mère de famille qui se filme en train de plier les pyjamas de ses gosses à 23h30, tu vois, avec les cheveux sales, qui me dit, «Bon, cette semaine, voilà les erreurs que j'ai faites et voilà, ce que j'en ai tiré». Je vais m'abonner. Elle, je vais la suivre, je vais l'écouter parce que c'est du vrai et je lui fais c'est la confiance vraie parce vie. qu'elle peut admettre qu'elle a merdé et Bah oui. qu'il fallait pas faire ça et voilà, c'est beaucoup plus vrai. On fait plus confiance. Moi, je préfère payer quelqu'un comme ça, tu vois? Pour un service, Bah oui. pour une Ouais, prestation, ouais. parce que je sais que c'est quelqu'un qui va pas me mentir. C'est pas Mmh. quelqu'un qui est en train de créer, du faux, en fait, tu vois? Et donc ça, c'est super intéressant, mais on a beaucoup peur, je pense, on a peur d'avoir une cible bien ciblée parce qu'on veut pas exclure. On se dit: «Ah ouais, Mmh. mais du coup, voilà, si je monte un restaurant, qui a seulement du bœuf au menu, les végans, ils viendront pas manger chez moi». Oui, mais en fait, si tu montes un restaurant végan, bah, ceux qui aiment pas la cuisine végane ne viendront pas non plus. Enfin, à un moment donné, il faut exclure la plupart des gens pour trouver les bonnes personnes. Mmh. Voilà. Carrément et l'offre est tellement riche que les autres trouveront, un Mais oui, menu qui leur convient. mais oui, mais en fait, de dire voilà, d'admettre qu'on fait ça et non, on veut pas, on a des limites. On veut pas adapter à tout le monde. On veut pas être en fait l'esclave de ses clients.
comme on a pu être l'esclave de ces managers dans le salariat, Mmh. ça, c'est super important. C'est important déjà pour soi, on se sent mieux, on se sent plus légitime parce qu'au lieu d'attendre, le bravo de quelqu'un d'autre, on peut s'auto-valider. Mais en plus, c'est beaucoup plus fort vis-à-vis de ses clients parce qu'on assume et si tu Mmh. assumes, bah, les gens se disent: «Toi, tu des racines profondes, je peux m'abriter en dessous de ton feuillage, tu vois? C'est solide». Or que si si tu essayes de t'adapter à tout, si tu essayes de répondre à tout le monde, si tu essayes d'être aimé par tout le monde, tu fais la girouette, c'est épuisant et aucune connexion sera une vraie connexion. Mais si tu assumes, tu dis: «Bah, ouais, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, mais c'est pas grave. Voilà qui je suis». Les gens qui aiment ça, ils vont venir, bah, tu attires des gens qui aiment ça. Mmh. Si tu admets pas qui tu es, bah, tu vas pas attirer des gens qui sont intéressés par qui tu es parce qu'eux non plus, ils savent pas qui tu es. C'est ça. Non, mais c'est souvent ça. Bah, oui, oui. Oui, oui et du coup, c'est voilà, c'est ça vient, ça va, mais c'est pas assumé donc du coup, les connexions, sont molles un peu. Enfin, c'est pas Ouais, forcément franc, quoi. c'est ça, c'est ça. Carrément. Donc au final, ouais, oser dire: «Ouais, bah, ça, c'est pas pour moi». Oser dire: «Ouais, non, je pourrais faire ça, mais je veux pas». Mmh. Oser dire: «Je suis pas disponible à ce moment-là». Ouais, c'est une force et c'est une force pour soi-même et pour les autres. Les bonnes personnes vont le voir comme une force. Parce que les Mmh. personnes qui vont te dire: «Ah mais moi je t'embauche pas parce que tu as 3 enfants et que tu bosses pas le mercredi, franchement, ça veut dire que ton travail, c'est pas ta première priorité». Allô? Les red flags là, il y en a trop, hein. Tu vois? C'est C'est en clair. fait, ça permet de trier direct, les gens ils s'auto-trient Ouais, quoi, c'est trop ouais, bien! ouais. Ouais, ouais. Non, non, c'est non, mais carrément, ça fait le tri direct comme ça t'enlève cette charge, C'est ça, et du coup, tu as tout de suite les personnes, qui seront c'est alignées avec ça, qui tu es. c'est ça. L Là, je travaille actuellement avec une cliente, hem, qui en fait, voilà, elle sait que j'ai un TDAH, elle bosse, elle, avec des une clientèle neuroatypique et Mmh. en fait, elle me dit: «Mais non, mais toi, tu es la bonne personne». En connaissance de cause, parce qu'elle trouve que l'expérience que j'ai, la compréhension de la cible, tu Mmh. vois, c'est utile pour le projet Mmh. et du coup, bah, quand je pars dans tous les sens ou quand je me distrais ou quand je fais des fautes d'orthographe, c'est pas grave parce qu'en fait, Mmh. elle me paye pas pour ne pas faire de fautes d'orthographe. Elle me paye pour ma perspective, pour mon expérience, pour ce que je peux apporter avec alignement à ce projet-là, en fait et ça, c'est fantastique. Mais des relations professionnelles comme ça, tu les as quand tu t'affiches. Honnêtement, faut oser. C'est pas toujours facile, tu vois? C'est clair. Non, mais C'est voilà, pas facile, mais je ça sais que c'est pas paye, ça facile. paye. Ouais, ouais. Et Parce puis que après plutôt que d'être en mode, 3 mois après le début de ton contrat: «Ah oui désolé, en fait, j'ai pas osé en parler à l'entretien, mais bon, j'ai un trouble 10 donc oui, je fais des fautes d'orthographe, je suis vraiment désolée, je ferai plus d'efforts». Eh oh! Stop! Tu vois? Plutôt que de te mettre dans cette situation, de soumission et de: «Désolée pour mon existence, je sais que je suis nulle», tu changes la donne en mode, «J'ai de la valeur. Ma valeur, elle n'est pas dans mon orthographe, elle est ailleurs». oui, tu mets en fait, tu mets la lumière sur, les choses, qui te différencient et ce que tu vas apporter et cetera. Et ouais, ça c'est non, non, carrément. Non, non, trop, trop bien. On arrive vers la fin de l'épisode. Déjà, ça passe trop vite. C'est clair. Déjà, je voulais savoir si, il y a un truc, un sujet, dont on n'a pas parlé, que tu voudrais aborder, maintenant? Oh là là, je pourrais parler de tellement de choses, mais je pense on a fait le tour de toutes les choses dont on voulait parler aujourd'hui. Trop cool, trop, trop cool. Hem, les 2 dernières questions du podcast, c'est la première, c'est est-ce que tu as des ressources, quel que soit le format, que tu veux conseiller, aux auditeurs, aux auditrices aujourd'hui? Ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. Un truc qui toi, t'a aidé,
Donc tu nous as parlé déjà de la communauté et cetera, donc tout ça on mettra bien sûr les références, en description. Mais si Hem, tu as autre chose? Moi, j'aime beaucoup les podcasts. J'aurais du mal à trier et étant donné, une liste, forcément le tien, il faut absolument l'écouter, tous les épisodes. Mais, je dirais utiliser les réseaux sociaux comme moteur de recherche. Mmh. Si vous êtes sur une thématique, ou vous êtes sur un questionnement spécifique, allez sur YouTube et tapez comme si vous étiez sur Google. Faites pareil sur TikTok, faites pareil sur LinkedIn et vous serez surpris parce que vous allez tomber sur des pépites de malades, quelle que soit la thématique. Et voilà, les plus anciens utilisent encore Google comme moteur de recherche primaire, mais de plus en plus, les réseaux sociaux en eux-mêmes peuvent être des moteurs de recherche. Et c'est comme ça qu'on trouve des comptes, des personnes, des actions, des projets Mmh. euh, vraiment très ciblés, très nichés, très alignés, duquel on peut s'inspirer. C'est comme ça qu'on trouve des personnes qui font des projets super intéressants. OK. Et la dernière question, c'est qui tu verrais à ta place sur le podcast? J'ai plein de personnes. Virginie de Lalande. Elle est malentendante et elle a fait plein de choses épiques. Elle sensibilise beaucoup et dernièrement, elle a écrit un livre qui s'appelle Kiffe ton handicap, Mmh. qui voilà, qui parle vraiment des différences forcément par la perspective du handicap, OK. mais c'est un livre ultra positif, enthousiasmant, joyeux qui en fait peut parler, je pense, à toute personne qui s'est sentie exclue, qui s'est sentie autre que les autres. Et Mmh. vraiment, c'est un livre qui met le sourire aux lèvres. Et en parallèle du livre, elle lance un peu un mouvement qui s'appelle Kiffe ton handicap. Et ouais, je pense que tu aurais une discussion super intéressante avec elle. Trop cool. Bah, écoute, je me le note et du coup j'irai l'inviter de ta part. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette discussion. J'ai adoré, parler des sujets, de tous ces sujets avec toi. En plus, j'adore ton énergie et tout, donc merci beaucoup, d'avoir passé ce moment-là avec moi. Et puis, bah, je te souhaite de continuer à fond, ton alignement et d'avoir la vie que tu souhaites, avec, toutes ces facettes et notamment cette facette de, maman, de famille nombreuse. Ah non, mais je suis trop contente d'avoir C'est ça. trouvé une coéquipière dans ce game. Je me sentais un peu seule. Ça m'a fait trop plaisir d'échanger avec toi. J'ai pas vu le temps passer, vraiment. Trop bien. Bah écoute, je souhaite aux auditeurs, aux auditrices une belle soirée, une belle journée, suivant à l'heure où vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.